Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 6 mai 2020. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, on part du côté des bourses européennes qui ont terminé en nette hausse mardi. Profitons, on va dire, du bon accueil réservé par les investisseurs aux résultats de plusieurs poids lourds de la cote et surtout du rebond spectaculaire des cours du pétrole ainsi que la levée progressive du confinement dans plusieurs pays nourrissant les espoirs de reprise de la demande. Toutefois, les marchés actions n'ont été affectés qu'à la marge par une décision de justice allemande qui risque en fait de limiter la capacité de la Banque centrale européenne à amplifier son soutien aux États. Toutefois, les investisseurs saluent la multiplication des annonces de déconfinement après des semaines de paralysie de l'activité économique dans les pays concernés, qui valident à leurs yeux le scénario selon lequel le point bas de l'activité économique a été atteint en avril. De ce fait, cette vision optimiste l'emporte ainsi largement sur les risques liés à la contraction à moyen long terme de l'économie mondiale et a fortiori sur ceux créés par l'arrêt de la Cour constitutionnelle selon laquelle la Bundesbank allemande ne pourra plus participer à l'un des programmes d'achat de titres de la BCE si cette dernière ne les justifie pas. Côté indicateur, en Europe, on a pris connaissance de l'indice ISM des services britanniques qui est tombé à 13,4 le mois dernier. C'est son niveau le plus bas depuis le début de l'enquête en 1996, contre 12,3% en première estimation et 34,5% en mars. Donc on voit bien en fait que ça on le sait, que le coronavirus impacte mais très lourdement l'ensemble des services ou même des PMI. Côté US, Wall Street a aussi fini en hausse mardi, soutenu bien sûr par les valeurs liées à l'énergie, elles-mêmes portées par par le rebond des cours du brut. Même si Wall Street a rétrocédé une partie de ses gains après l'intervention en fait de Richard Clarida. La place new-yorkaise s'est plutôt montrée, on va dire, enthousiaste face à la réouverture progressive de l'économie de nombreux États américains et aux mesures de déconfinement à travers le monde, étant donné que la Californie, la cinquième économie mondiale, va ainsi commencer à assouplir certaines mesures à la fin de la semaine. Toutefois, comme je vous le disais, on a eu l'intervention de Richard Clarida sur la chaîne CNBC. C'est le vice-président de la Réserve fédérale qui a déclaré que l'économie américaine allait sans doute se contracter nettement au deuxième trimestre et que la situation de l'emploi s'était détériorée jusqu'à un niveau sans précédent depuis les années 1940. Donc, on est sur des niveaux historiquement bas et dans une récession vraiment historique qui nous attend, que ce soit une récession mondiale ou même aux États-Unis. Côté indicateur, on a eu aussi l'activité dans les services aux États-Unis a lui aussi reculé en avril pour la première fois depuis décembre 2009, touché tout simplement par les mesures de confinement. Donc ça pèse aussi, que ce soit au Royaume-Uni, aux États-Unis, voilà, le coronavirus n'épargne aucun pays et on se dirige tout droit vers une récession mondiale. Côté macro, ici ce sont les performances des banques européennes depuis le début de la grande crise financière, donc depuis 2007-2008, et par rapport à l'indice Eurostock 600.
Et en fait, les banques ont sous-performé l'indice global de près de 80%. Et on voit que les banques sont littéralement au tapis. Du moins, l'indice concernant les banques européennes, ben, on est sur des plus bas. On est sur des plus bas, les banques sont au tapis et subissent de plein fouet, encore une fois, et n'apprennent rien de leurs erreurs, comme en 2008, eh bien, les secousses des marchés financiers. Là, on a un risque de crédit avec les particuliers, donc elles font énormément de provisions pour faire face à ces défauts de paiement. Mais on est encore une fois, c'est un secteur vieillissant, le secteur des banques, et qui sous-performe largement. Donc en cas de reprise, effectivement, ça pourrait être intéressant, mais force est de constater que on évolue, le marché, enfin du moins le secteur est complètement au tapis et n'apprend pas forcément de ses erreurs, je trouve, et répète les mêmes schémas à chaque nouvelle secousse des marchés, à chaque nouvelle crise, et n'arrive pas à, je dirais pas à tirer son épingle du jeu, parce que c'est un peu compliqué pour ce secteur, mais à faire en sorte, en tout cas, de limiter la casse. Et force est de constater que l'histoire se répète une nouvelle fois. Ce matin, on a pris connaissance des PMI services en Allemagne. Donc, comme vous pouvez le voir, on est tombé à 15,6 ici, à peu près, contre 10% qui était attendu. C'est un peu le plus grand marasme depuis le début de la série, des PMI en tout cas. Là, on est tombé à un niveau vraiment bas. On a les commandes de biens d'équipement qui ont chuté de 22,6%, les commandes de biens de consommation ont chuté de 1,3%, et les commandes de produits de base baissent, elles, de 7,5% en glissement annuel. Et pour rappel, les PMI, le pivot clé, on va dire, c'est le niveau des 50. Au-dessus de 50, on parle d'expansion du secteur, de l'activité, des services. Et en dessous de 50, on est plutôt dans une phase de contraction. Et là, on est quand même à 15,6 et c'est un niveau record. Pareil, même en 2008, on n'était pas tombé aussi bas. Donc certes, pour le moment, les indices ne, ne baissent pas tant que ça finalement, on va faire le point tout à l'heure, parce qu'ils ils entrevoient, ils espèrent une reprise rapide de l'activité économique et ils pensent que le point bas a été fait. En tout cas, certes, peut-être que les 15,6 sont le point bas, mais c'est pas dit qu'on retourne au-dessus de 50 dans les prochaines semaines. Et c'est ce que anticipe le marché en tout cas, en se disant on a fait 15,6, le pire est derrière nous, on va vite remonter. Alors oui, on va peut-être vite remonter en direction des 25, 30, 40, mais on sera toujours sous le seuil des 50, quoi qu'il arrive, et on risque d'évoluer longtemps sous les 50. Et donc dans ce cas-là, on sera quand même dans une contraction et donc une récession qui dure et qui pourrait impacter en fait que ce soit l'économie du pays, sachant que l'Allemagne c'est un peu la locomotive de l'Europe. Maintenant, on va s'intéresser à la partie graphique avec le CAC 40. Commencer. Alors, il ne se passe pas grand-chose sur les indices ce matin. C'est un peu calme, je trouve. Où en sommes-nous? Bah, on a toujours notre signal de baisse en fait qui est toujours présent. On a les prix. Je vais enlever pour alléger le graphique. Et on teste une nouvelle fois le bas du Kumo.
Une nouvelle fois, on est sur le bas du Kumo, on est prisonnier entre une Kijun et une Tenkan qui fait office de résistance en même temps que le niveau horizontal de prix proche des 4006 à peu près. Et, et il se passe pas grand-chose. C'est mou, c'est très mou. Euh, Je garde mon scénario baissier pour le moment sur le CAC 40, étant donné qu'on a un pattern ici et qu'on est capé sous un plafond de verre vers les 4580 et 4600 points. Et pour moi, tant qu'on est sous ce niveau, eh bien, on a plus de chances de corriger. On est toujours sous le nuage et il y a un signal de retournement en fait. Et j'entrevois une baisse un peu plus profonde que uniquement les 4380. Ce serait plutôt un retour au moins sur les 4000 points. Mais le marché est complètement mou et incapable de prendre une direction claire sans l'ouverture des bourses américaines. Et il ne se passe pas grand-chose, en tout cas. Voilà, on va attendre le catalyseur de vendredi, qui devrait permettre de donner le tempo pour la suite, étant donné qu'on a le NFP. Donc on va avoir le rapport sur l'emploi américain, et j'espère que ça va donner un coup de peps au marché, parce que là, à part le gap qu'on a eu lundi à -4, mais étant donné que les bourses étaient fermées vendredi dernier, eh bien ça a créé, et que les bourses US n'étaient pas fermées, eh bien c'est ce qui a permis ce décalage. Hier, on a eu un léger rebond avec les résultats de Total et de NP, bon, qui n'étaient pas fantastiques non plus, mais le marché a préféré voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. De ce fait, on a eu une petite hausse de 2%, mais là, actuellement, il ne se passe pas grand-chose. Le marché est complètement mou. Sur le CAC, on s'ennuie. On s'ennuie, on évolue dans un range, signal de baisse, mais pour le moment, ça part pas. Ça part pas. Donc, on essaiera de faire le point d'ici la fin de la semaine. Concernant le DAX, c'est la même chose. En hausse, lui, ce matin, le DAX, à la différence du CAC. On va aller fermer le gap. Voilà, je serais pas... Bon, très bien, on tente d'aller fermer le gap à 10 820. C'est vrai que c'est un niveau intéressant, mais on a toujours ce signal de baisse. Et le problème, c'est qu'on est, voilà, on est dans le nuage, on est prisonnier entre une Tenkan et un plaquis jaune, et c'est compliqué, c'est compliqué. Les prix ne savent pas dans quelle direction où aller, une poursuite de la hausse ou vraiment accélérer à la baisse. En tout cas, si on accélère, bon, bah, les niveaux n'ont pas changé, hein. Ce serait d'aller chercher le gap laissé ouvert à 10 000. Et en cas de cassure de ce niveau, c'est d'accélérer pour aller chercher les 9 675. Et pareil sur le DAX, hein, mon scénario reste toujours baissier, étant donné qu'on a un pattern de retournement ici. Moi, il n'est toujours pas invalidé, au contraire. Là, on tente juste de venir fermer le gap, on peut très bien retomber derrière. Et je parlerai d'une reprise haussière en cas de clôture au-dessus de 11 380. Et pour le moment, même en 4 heures, pas grand-chose. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Non, le marché est complètement mou depuis le début de la semaine. Et dans l'incapacité d'agir seul, sans l'aide des États-Unis. Donc on va directement aller voir le Dow Jones. Et le Dow Jones, on est toujours sur la grosse zone. On travaille. On travaille notre zone. Pour rappel, hein, là je ne l'ai pas mise, mais on a la moyenne mobile 200. Et voilà, c'est la quatrième semaine qu'on travaille ce niveau et c'est pas rien. On est sur un gros niveau technique, 23 530, 24 000. Donc oui, c'est une zone de 500 points, mais c'est pas n'importe quoi. Voilà, il y a tout qui coïncide, les mêmes 200, Ichimoku, plaquis jaune. Là, on a quand même des chandeliers pendus, étoiles filantes. On a de l'hésitation. On voit que c'est un niveau crucial. C'est le niveau qui va permettre soit de pousser, d'aller chercher bien plus haut, soit clairement en fait de mettre fin au rebond et de se dire
bon, on essaye de reconnecter les fondamentaux à la réalité et d'arrêter de valoriser le marché à des niveaux de janvier 2019, où le PIB était à 2,1%, et que le chômage était à 3,5%. Là, on a un PIB qui est tombé à moins 4,8 et on a 30 millions d'Américains qui ont fait une demande d'allocation chômage et vendredi, on a un NFP et on a des prévisions avec 15% de taux de chômage pour le mois d'avril. Donc, à un moment donné, alors qu'ici, c'était pas du tout le cas. Donc, la valorisation du marché reste quand même très élevée. C'est ça qu'il faut se dire, en fait, quand on regarde le graphe, c'est actuellement, les investisseurs valorisent ce marché au même niveau que 2019, que janvier 2019. Et les fondamentaux n'étaient pas du tout les mêmes. On n'avait pas une récession, on n'avait pas une contraction des PMI, on n'avait pas une contraction de l'économie mondiale. Et c'est pour ça que j'ai du mal avec cette hausse, en tout cas, qui pour moi n'est pas autant justifiée et que les espoirs sont trop tournés vers la Banque centrale et les investisseurs pensent que les banques centrales peuvent résoudre tous les maux euh, de la société et des problèmes en tout cas et de la finance surtout. Et que les injections de liquidités vont permettre de sauver une nouvelle fois l'économie. Donc le temps nous dira si ils ont eu raison ou pas, mais en tout cas on est sur un gros niveau technique et on a plutôt des chandeliers d'hésitation et de retournement que de poursuite de la hausse. Mais on fera le point. Il faut vraiment repasser sous les 23 320 pour accélérer derrière à la baisse. Et il me semble qu'en 4 heures, voilà, on a potentiellement, je vais enlever mon biseau, tac. On a potentiellement une épaule tête-épaule, elle est plus jolie sur le, voilà, épaule, tête, là, faudrait faire la deuxième épaule. J'aime pas trop la ligne de cou, je trouve qu'elle est trop inclinée, il y a trop de pente. Elle est un peu plus jolie sur le futur que sur, là je suis sur le cash, donc elle est un peu plus jolie sur le futur que sur le cash, mais ça travaille en fait. Depuis un mois, on a fait de l'excès, mais depuis le 8 avril, on est le 6 mai, on stagne, on temporise. On voit que le marché manque de carburant et que malgré les mauvaises news, eh ben, on a l'impression que c'est déjà inclus dans dans le cours de bourse, mais le marché tient le choc pour le moment, en tout cas. Mais rien ne presse. Ça peut durer encore très longtemps, cette phase de stagnation, de consolidation, avant de éventuellement repartir à la baisse. On va regarder les paires en GBP ce matin. Il y a pas mal de volatilité, ça bouge, c'est intéressant. L'euro aussi est intéressant, étant donné qu'on est retourné sur la borne basse de notre range, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, 1,0780, c'est la borne basse du range. J'aimerais bien un petit excès. J'aimerais bien un excès comme on a eu ici sur Mèche. On est sur support en attendant, mais un excès, ce serait pas mal. Ce serait pas mal d'avoir un excès. Et soit on fait une nouvelle rotation des prix à l'intérieur du range. J'aimerais bien un excès pour qu'on vienne chercher, rappelez-vous, l'oblique hein, de très très long terme, voilà, qui part d'ici, hein, de 1987 à 2001, à 2016 et 2019-2020. Voilà, j'aimerais bien avoir un excès sur cet oblique et là on aurait vraiment un point d'entrée parfait comme on a eu ici. Voilà, excès, on est cherché l'oblique basse et l'oblique haute. Donc, mais après d'un côté on est sur support et bon, faudrait affiner tout ça, hein, faudrait affiner. Mais pour le moment, j'ai pas de signal de retournement en tout cas là, pas sur cette bougie là. Là c'est baissier, on a une belle bougie flux. Faudrait que ça temporise un peu, que le marché a besoin de respirer ici. On n'est pas pressé. Mais pour le moment, voilà, ça c'est pas une bougie, c'est une bougie flux. Au contraire, là, les vendeurs enfoncent le clou. Donc attendons une stabilisation et puis peut-être qu'on aura voilà des doji comme ici ou vraiment un excès et puis derrière un avalement et ça pourrait repartir. Mais on s'approche d'un niveau en tout cas intéressant, 1,078, 1,0750.
c'est vraiment le niveau que je surveille sur l'euro USD, car voilà, c'est un niveau où on peut intervenir dessus pour un mouvement en swing en tout cas. L'euro GBP. L'euro GBP qui tente une nouvelle fois, même si c'est très risqué, car on est dans un range, mais on s'approche de la borne basse du range. Voilà, une nouvelle fois, et comme évoqué dans les stratégies bourse, faut être prudent sur cette paire, car on est dans un milieu de range hebdomadaire. Voilà, on travaille le milieu de range ici, hebdomadaire, et dans ce milieu de range, on a un range 4 heures, qui est juste ici, et que c'est piégeux. On sait que c'est piégeux, et le marché se cherche, encore une nouvelle fois pour le moment, et il faut mieux se fixer des niveaux comme les 0,8850 ou les plus bas ici pour entrevoir une accélération à venir, que ce soit en direction des 0,8950 voire des 0,9085 ou en direction des 0,85 si vraiment on accélère, ce qui permettrait de faire une rotation complète des prix à l'intérieur du range. Mais pour le moment, ça temporise, ça consolide. Ça consolide dans ce range-là, c'est assez piégeux une fois ça part à la hausse, et donc voilà, rien ne presse sur cette paire, mais si vous cherchez des niveaux un peu intéressants, c'est vraiment les 0,8850 ou les plus bas. Voilà, une belle bougie en clôture journalière, par contre, sous ce niveau-là, permettrait d'entrevoir une poursuite de la baisse, tout simplement. Là, un flux baissier, un mouvement baissier, consolidation, et logiquement, qu'on consolide dans un range, c'est pour repartir, et la probabilité de sortir par le bas est plus importante qu'avoir un retournement. C'est pour ça qu'on dit range de consolidation, car la tendance vient de haut en bas, donc on est tendance baissière, ça consolide et on repart à la baisse. Mais on peut très bien aussi avoir, ça arrive sur le Forex en tout cas, étant donné que c'est un marché de range, d'avoir des ranges de retournement. Donc voilà, les scénarios concernant cette paire. Euro USD, Euro GBP, il nous reste GBP USD et GBP face au yen japonais. GBP USD, pareil, on est dans un range 4 heures. Comme vous le savez, hein, on a du mal à aller chercher les 1,2510, étant donné que c'est quand même un gros niveau qui est juste ici, hein, c'est les 1,25, 1,2510, hein, c'est psychologique. Là, je sais qu'on a la moyenne mobile 200 journalière qui vient coiffer les prix, ce qui fait qu'on a des bull traps. De bull trap, on casse la résistance, ça échoue, on casse, ça échoue, parce qu'on a la moyenne mobile 200 qui est juste au-dessus. Donc ça, je le sais. Ce qui explique pourquoi on n'arrive pas à tenir ce niveau, mais c'est un gros niveau de prix. En attendant, on a travaillé une fois ici, une fois là, on a travaillé avant de le casser, là c'est pareil, et puis là on fait bull trap, ça repart, bull trap, ça repart, et on pourrait déclencher un double top, un peu un double top. Il faut vraiment qu'on enfonce les 1,23, là, le plat qui jaune et le plat du nuage, pour libérer du potentiel baissier. Et on consolide encore une nouvelle fois dans un range. Là, c'est vrai que le mieux serait les 1,22, hein. Les 1,22, je sais que c'est un gros niveau de prix. Donc, casser, enfoncer ce support pour aller chercher les 1,20 et puis aller un peu plus bas. Mais voilà, on consolide encore une nouvelle fois une phase de latéralisation des cours dans un rectangle. Comme sur beaucoup de paires, hein, Euro USD, Euro GBP, et puis on va regarder le GBP Yen. Mais c'est pareil, le Forex, c'est un marché de range. C'est aussi simple que ça, on n'a pas énormément de tendances, mais c'est un marché de range, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est pour ça que les stratégies de trading range sont très profitables sur le marché du Forex. Mais une nouvelle fois, range 4 heures, et là on sort par le bas. Donc il faut attendre la confirmation, et pareil, ça pourrait faire un double top et aller chercher les 130,35, voire les 106,50.
126, 55. Là, j'aime bien. Double top, on sort du nuage. Chico quasiment libre de tout obstacle. Bon, il restera quand même la Tenkan à passer. Mais voilà, on n'est plus dans le nuage. On s'est affranchi de Kijun, Tenkan, Kumo. Pourquoi pas avoir un pullback derrière. Et puis, on pourrait aller chercher les 130-35 et repartir à la baisse en tout cas. On a un joli double top. Et en 4 heures, bon, bah, on est en train de casser pour le moment la ligne de coup. Ça casse. Donc pareil, il va falloir attendre la cassure 4 heures pour confirmer ou pas ce retournement de tendance. Le Brent, on va faire le gold avant. Bon, le gold, le plan n'a pas changé, vous le savez, c'est un triangle. Voilà, c'est un triangle en 4 heures. On travaille les 1700. Les 1700, c'est l'ancien top qu'il y a ici. La tendance est haussière. En hebdomadaire, c'est un pullback sur la résistance cassée. Voilà, ça tient, c'est l'ancien top ici. C'est une tendance haussière. Et en 4 heures, on consolide. On consolide, donc faut attendre la cassure de ce triangle. Voilà, tout simplement. Rien ne presse, laissons les cours dessiner un historique un peu plus long. Et puis, la cassure de la borne haute permettra d'aller chercher des plus hauts annuels en direction des 1800. Et par contre, une cassure de la borne basse, bah là, ça renverrait les prix vers les 1625. Il faut être patient. On va laisser le marché venir à nous. Et puis, on fera le point en temps voulu. Le Brent, sortie du canal baissier par le haut, et on s'attaque au 32. Voilà. Bon, le Brent, hein, 6e séance de hausse consécutive, portée par les espoirs de la reprise de la demande et donc de carburant. J'attends quand même l'échéance du mois de juin pour les contrats futurs. Je reste tout de même méfiant sur le pétrole. On était sur un niveau clé, hein, c'était les 20 que j'attendais depuis un moment, mais là on a bien rebondi. Hein. C'est pas rien de passer de 20 à 32, c'est une très belle hausse. Donc il faut savoir prendre ses bénéfices ou remonter ses stops en tout cas là. Et viser les 44 dans l'immédiat me semble un peu ambitieux. Oui. Et puis là on retourne, on est quasiment sur le creux d'ici, pas vraiment. Je n'avais pas vu que c'était un piercing pattern ici. Je l'avais pas vu chandelier. Piercing line, divergence qui est en train de se valider, mais pareil, hein, pour se positionner dessus, c'est compliqué. Il y a tellement de volatilité que logiquement, le stop, c'est placé là, mais on n'a clairement pas le ratio. Donc, c'est plus pour voilà, quelqu'un qui est déjà positionné en bas ou quelqu'un qui est qui fait du rattrapage sur les actions et qui voit cette divergence, qui est déjà positionné et qui se dit très bien, bah, le marché peut très bien aller chercher la Kijun, qui correspond à 50% de la dernière vague de baisse. Hein, la Kijun ici, le pas, c'est les 50%. Et logiquement, la divergence, c'est d'aller chercher les 50% de la dernière vague de baisse. Donc, je vous mets quand même Fibo pour vérifier. Voilà, vous voyez que on est bien sur les 50%. Donc, logiquement, l'objectif de cette divergence, c'est d'aller chercher ce niveau-là. Mais vu les fondamentaux, j'ai du mal à être aussi haussier, hein, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas.
Belle divergence, on va quand même attendre la clôture de la semaine pour la confirmer. Chandelier de retournement, on est sur une zone que j'attendais depuis des semaines maintenant, euh, cette oblique basse de biseau descendant, mais me dire qu'on passe de 10 dollars sur le WTI, et même là on passe de 16 à 44 en l'espace de, allez, 3-4 semaines si on continue à ce rythme effréné, je suis un peu sceptique. Les fondamentaux seraient bons, je dirais ok, mais les fondamentaux ne sont pas au rendez-vous. Et le marché pétrolier, du moins le secteur pétrolier, c'est un marché qui est drivé par 75% des fondamentaux, quoi. Le technique, c'est bien, mais c'est pas un marché qui se trade uniquement techniquement. C'est un marché où il faut suivre les fondamentaux, et avec les fondamentaux, j'ai un peu du mal en ce moment. Et on est dans une phase d'euphorie et d'espoir de la part des investisseurs, que ce soit sur les indices, que ce soit un peu partout, en fait. On pense que le pire est derrière nous. Et du coup, on a des rebonds assez violents. Mais en tout cas, oui, on a des signaux techniques qui plaident en faveur d'un rebond à venir. D'une poursuite du rebond, parce que le rebond, il a déjà été là, hein. On est quand même passé de 18 à 32, donc énorme rebond. Mais en hebdomadaire, on a des chandeliers, on a une zone, on a une divergence qui nous dit que le rebond pourrait encore aller à 44. Donc oui, pour répondre à la question, est-ce que le gap ici va être comblé? Oui, je pense qu'il va être comblé, le gap ici. Le gap ici, à moyen terme, il sera comblé. Pas tout de suite, quoi. J'ai du mal à voir ce gap-là comblé dans les semaines à venir. Et j'attends surtout l'échéance des futurs contrats. C'est là que ça va être intéressant une nouvelle fois de voir un peu la dynamique des investisseurs. Le gaz naturel, on va demander le gaz naturel. Beau décollage pour le gaz aussi. On a eu ce qu'on appelle un rounding bottom. Voilà, ici ça s'appelle un rounding bottom. Enfin, je sais plus comment on dit en français, je crois que c'est retournement de creux, un truc comme ça. Ce qui a permis de relancer le gaz. Et on était sur une zone, une belle zone mensuelle, ici. Voilà, on était sur un beau support mensuel de 2016. J'aime bien l'avalement qu'on a là. On a un joli avalement. Peut-être aussi qu'on a eu un point bas, hein. Peut-être qu'on a eu un point bas de court terme sur le gaz. C'est pas un marché que je regarde énormément. Très volatile. Pas évident à trader le gaz, je trouve. Mais on a eu un point bas qui a été fait. Et là, on s'approche de la Kijun. On s'approche de la Kijun, donc il va falloir casser les 2,23 pour aller chercher un peu de. Voilà, pour aller retourner chercher les 2,50. Pour moi, ce serait cassure des 2,20 permettrait d'aller chercher les 2,50. Et là, j'aime bien le fait qu'on casse ce niveau ici. Voilà, ça c'est propre. J'aime bien la configuration comme ça, en vrai rounding bottom. Ah, on voit que là, on a une grosse résistance à 2. À 2, c'était vraiment une belle résistance. On casse, belle bougie flux, ça retombe un peu, mais ça teste un support. Ça teste un support, et puis tant que, tant que ça tient, ça reste haussier. Chercher les 2,20, les Kijun, et si ça casse, aller chercher les 2,50. Mais pour le moment, on a une reprise haussière en tout cas, et on est sur support. Donc ça tient, faut pas qu'on repasse sous les deux. Par contre, si on repasse sous les deux, 1,98, ça risque d'être embêtant sur le gaz. Pour terminer, le Bitcoin. Il s'attaque au mur, une nouvelle fois, oblique, la fameuse oblique, et les 9300, la zone de polarité, voilà, c'est le niveau, on s'approche du halving à quelques jours, d'ici quelques jours, donc on a le halving. Donc ce qu'il faut savoir, c'est est-ce qu'ils ont acheté la rumeur et ils vont vendre la nouvelle.
et du coup ça va retomber après le halving, ou au contraire, par le passé, comme je vous l'expliquais dans le graphique hier ou il y a 2 jours, à chaque halving, on avait eu des hausses de quasiment 10 000% et 2500%. Après, le cours du Bitcoin n'était pas le même. On avait un Bitcoin à 400 dollars et l'autre fois, il était à 60 dollars. Là, on a déjà un Bitcoin à 9300 dollars. Donc forcément, on n'aura pas une hausse de 2500% ou de 10 000%. Faut être raisonnable. Mais le passé a montré que ça permettait à la crypto d'aller de l'avant. Mais on est sur résistance, donc ça va être intéressant. Ça va être très intéressant ce qui va se passer sur la crypto-monnaie dans les jours à venir. Et la cassure des 9003, 9006 permettrait vraiment à la crypto d'aller chercher 10 009 et 12 000 en extension. Et par contre, si on échoue lamentablement sur ce niveau, et ben on ira chercher 8003. Et en cas de cassure de la bande basse du canal, 7630 et 6580. Mais ça va être intéressant là. J'ai hâte de voir ce qui va se passer les prochains jours sur la crypto. On a un événement majeur qui intervient tous les 4 ans à peu près sur cette crypto, le halving, et on se situe vraiment sur un niveau clé, comme quoi c'est intéressant de comparer l'analyse technique avec les fondamentaux à chaque fois qu'on a des gros événements qui interviennent. Bizarrement, le marché se situe, là on se trouve à la croisée des chemins, hein. Si on casse l'oblique, on repasse dans une tendance haussière. Donc c'est palpitant de voir qu'on se trouve vraiment à un niveau clé et que c'est sûrement le halving qui va déclencher, qui sera le catalyseur en tout cas sur la crypto. Donc pareil, je préfère attendre 3-4 jours pour me prononcer sur une prévision à venir, étant donné qu'on se trouve à la croisée des chemins. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui souhaitent consulter l'article, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Pour les autres, vous pouvez aussi retrouver les stratégies bourse en replay, hein, c'est disponible sur notre chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous inscrire aussi pour la partie 2 des figures chartistes qui aura lieu, bien évidemment, le 20 mai, dans 2 semaines, à 14 h. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades, et on se retrouve demain pour faire un nouveau point sur les marchés.